Un ETF, la gestion passive, en fait, pour moi, ça porte relativement mal son nom. Quand on parle de gestion passive, on a l'impression qu'il se passe pas grand-chose. En fait, un ETF, c'est juste un outil qui vient répliquer un indice. L'indice, lui, il est très actif. Donc en fait, l'ETF, il est passif par son mode de détention, mais dans un ETF, il se passe plein de choses. Il y a énormément d'arbitrage quotidiennement, régulièrement, pour venir justement répliquer l'indice qui n'est autre qu'en fait le résultat, le fruit du comportement de tous les investisseurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nour Bendimeret, qui est directeur des investissements chez Ivesta Family Office et qui vient nous expliquer certaines grandes thématiques en lien avec l'investissement et la gestion de patrimoine. On aborde avec lui différents thèmes. On a parlé des produits structurés il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, on parle des ETF et notamment de l'opposition qu'on fait souvent entre investir sur les marchés financiers au travers d'ETF versus au travers de fonds actions ou de fonds en gestion active. Alors, on entend plein de choses en ce moment. C'est un produit, les ETF qui ont explosé ces dernières années. On va essayer de comprendre pourquoi un tel engouement. Déjà, merci Nour d'être avec nous aujourd'hui. Ça va ? Très bien, et toi ? Oui, ça va, merci. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà pourquoi il y a un tel engouement sur les ETF et est-ce que ça veut dire que la gestion active est morte ? Peut-être d'ailleurs, c'est quoi la gestion active, la gestion passive ? Je pense qu'on va repartir des bases. Exactement, commençons peut-être par la définition. Avant de voir pourquoi on oppose ces deux grandes philosophies d'investissement, la gestion passive et la gestion active, et surtout, est-ce qu'il y a une qui est plus importante que l'autre ? Alors déjà, la gestion active, le principe, c'est simplement de considérer qu'il est difficile à long terme de battre un indice, et qu'au lieu d'essayer de le battre, on va simplement essayer de le répliquer. Donc c'est-à-dire de construire la même performance, de réaliser la même performance qu'un indice, sans essayer de le battre. Est-ce que répliquer un indice, ça veut forcément dire je vais acheter, par exemple, je réplique l'indice du CAC 40, je vais acheter une action de chaque entreprise du CAC 40 et je le réplique ? C'est une très bonne question. Il va y avoir deux méthodologies de réplication. La première, ça va être la réplication physique, où on va acheter l'essentiel du CAC 40. Donc, il peut y avoir la réplication physique complète ou optimisée, mais globalement, on va acheter l'intégralité des valeurs de l'indice dans les mêmes pondérations pour avoir la même performance que l'indice. Et donc ça va être encapsulé dans un véhicule qu'on appelle un ETF, dont l'objectif sera de répliquer la performance de l'indice. Oui, logique. Okay. C'est ça. La deuxième méthode, ça va être la méthode de réplication synthétique, où là, on va construire des ETF qui vont détenir un panier d'actions qui peut être très différent de l'indice. Donc ça peut être du Nasdaq c'est ça. Dans notre Ensuite, on va utiliser un produit qui s'appelle un swap, qui va nous permettre de swapper, donc d'échanger la performance de notre panier contre la performance de l'indice. Et ça, c'est notamment utile dans le cadre des ETF PEables, qui nous permettent d'avoir accès à la performance des indices américains au sein d'un PEA, puisque notre ETF va détenir des actions européennes, donc dans l'absolu, il coche les cases pour être PEable, puisqu'il détient des actions... PEable, c'est qu'on peut le mettre dans un PEA. Je traduis quand même. Mais... Donc il détient des actions qui le rendent éligible au PEA, des actions européennes. Par contre, la performance sera swappée, donc échangée, contre la performance d'un indice autre, par exemple le Nasdaq, et on peut se retrouver donc au sein du PEA, avec des supports qui répliquent la performance d'indices autres que les indices actions européens. Mais si, par exemple, ton Nasdaq fait une perf de dingue et tes actions européennes ne décollent pas, c'est quoi le swap ? Quel que soit le comportement, quand on rentre dans un contrat de swap, les deux parties s'engagent à échanger la performance. Et donc les deux parties, c'est qui ? C'est deux banques ? Oui, ça va être toi et un contrat qui sera un contrat financier, donc avec une banque qui va structurer ce contrat. Et qui va du coup s'engager à payer la différence de performance. Exactement. Ok, qui va quelle que soit la considérer raison, ça comme un risque, qui va le provisionner. Un risque qu'elle a besoin de couvrir dans son bilan, par exemple. D'accord, ok, très clair. Donc je comprends bien le mode de fonctionnement. Et donc pourquoi est-ce qu'il y a un tel engouement Alors là, déjà, on a défini la gestion passive. Ouais, ça c'est la gestion passive, ok. La gestion active, c'est tout à fait l'inverse. C'est ce qu'essayent de faire les gérants depuis la nuit des temps, c'est justement de battre cet indice. Donc quand on a un indice de référence, contrairement à la gestion passive, là, on considère que le gérant, par son talent, par son flair, par sa capacité d'analyse des boîtes sous-jacentes ou alors du contexte macroéconomique, va réussir à battre l'indice de référence. Par exemple, le CAC 40, en considérant que moi, je préfère me concentrer sur les valeurs du luxe parce qu'elles ont un meilleur potentiel de performance que le reste de la cote. Je vais surpondérer ces valeurs-là
par rapport à leur poids dans l'indice pour essayer de battre l'indice. Ok. Donc c'est vraiment deux philosophies qui sont relativement différentes. Dans un cas, on essaie simplement de répliquer la performance de l'indice. Dans l'autre cas, on va essayer de battre cet indice par une compétence spécifique. Ok. Et donc, j'en conclus que s'il y a un engouement sur les ETF, c'est que les gens se disent que les gérants actifs n'arrivent pas à surperformer leur indice. Effectivement. Ou alors les gens sont bizarres, mais a priori ça doit être quelque chose comme ça. Alors effectivement, là-dessus, il y a pas mal de statistiques qui sont publiées chaque année, et notamment l'étude Spiva, qui est maintenant très connue sur la question, qui compare les performances historiques des gérants actifs versus leur benchmark. Donc ces études Spiva sortent par région, et donc quand on prend l'exemple du Spiva Europe, qui compare la performance des gérants européens par rapport à leur indice de référence, quel que soit le segment. Donc les études sont faites sur les gérants actions large cap, les gérants actions Europe, US, etc. Et dans la grande majorité des cas, c'est vrai que plus, ce qu'on a tendance à dire, c'est que dans la gestion active, malheureusement, plus c'est long, moins c'est bon. Plus on a un horizon de temps qui est long, moins le pourcentage de gérants qui parviennent à surperformer leur indice est élevé. Et on arrive sur des horizons de temps de l'ordre de 10 ans à un peu moins de 10-15% des gérants qui parviennent à surperformer leur indice de référence. Ce qui est relativement faible et ce qui s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, le premier facteur qui peut jouer, c'est les frais. Donc naturellement, quand on a un portefeuille qui essaye de battre l'indice et compare avec une charge en termes de frais qui est de l'ordre de 1 à 1,5%, il y a une étude Morningstar qui est sortie récemment, qui est publiée aussi régulièrement, qui donne l'état des lieux des frais en moyenne sur la gestion active, on est autour de 1,25% par an. Donc on part déjà avec un boulet où pour surperformer net de frais, il faut générer une surperformance à minima de 1,25 pour battre l'indice net de frais. D'accord, et peut-être pour pouvoir comparer, en général en gestion passive, tu as quoi comme frais ? On est autour de 0,25. D'accord, donc tu as 1% de différence. Il y a quasiment 1% d'écart. Ouais. Ok. Tu disais un truc que je trouvais intéressant tout à l'heure, tu disais il y a 10% seulement des gérants actifs qui arrivent à surperformer leur indice. C'est-à-dire que c'est la crème de la crème des gérants actifs. Exactement. Est-ce que, je pense aux personnes qui nous écoutent, est-ce que ces gérants actifs-là, donc ces 10% qui sont très 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 bons, ils sont accessibles? Ou finalement, ils sont tellement rares que de toute façon, en plus, ils sont même pas accessibles à l'investisseur moyen parce qu'en fait, ça va être que des institutionnels qui vont rentrer dedans? Ça va dépendre des segments. Ok. Ça peut être vrai, beaucoup sont toujours accessibles. D'accord. Le sujet, c'est que malheureusement, ces 10% sont pas toujours les mêmes. D'accord. Donc dans ce top 10%, tu as aussi de la rotation. Oui. Donc un gérant qui a été bon sur les 10 dernières années ne sera pas forcément le meilleur au cours des 10 prochaines années. Donc tu as quand même un petit peu de rotation. Et là-dessus, l'AMF est très clair, hein, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Ouais, donc ça, il faut quand même le garder en tête. Mais il y a un point qui est quand même très intéressant, c'est que pourquoi globalement les gérants sous-performent ces derniers temps? Historiquement, les gérants ont été de moins en moins actifs. Et donc là, il y a des études assez intéressantes sur le sujet aussi. Depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, on voit une très forte baisse de ce qu'on va appeler l'active share. L'active share, ça va être une mesure du pourcentage de ton portefeuille qui va être différent de l'indice. Okay. Donc plus tu as un active share élevé, plus la composition du portefeuille du gérant actif va différer de l'indice. Plus tu as un active share faible, plus tu vas ressembler à un ETF. Donc à 0% d'active share, tu es un ETF, tu as 100% des valeurs de l'indice. À 100% d'active share, tu as une composition du portefeuille qui est très différente de l'indice. Et en fait, on voit qu'au fil des années, depuis les années 1980 jusqu'à aujourd'hui, on a une très forte baisse graduelle de cette active share. Donc les gérants sont en fait de moins en moins actifs. Et ceux qui parviennent à surperformer, donc ce fameux top 10%, eux, restent relativement actifs avec un active share relativement élevé. Okay. Donc en fait, ça, c'est aussi un élément assez important qu'il faut intégrer, notamment dans l'analyse de fond, mais qui permet de comprendre pourquoi les gérants ont tendance à générer de moins en moins de surperformance, et surtout, pourquoi est-ce qu'ils sont de plus en plus concurrencés par les ETF, puisque finalement, si un gérant actif va avoir assez peu d'active share, donc il va de plus en plus coller à l'indice, ce qu'il va offrir, sa proposition de valeur, sera quelque chose qui va ressembler à l'indice, mais avec des fees, des frais de 1,25,
versus un ETF où ça sera 0,25. Mais comment on l'explique ça? Parce que j'imagine que les gens actifs sont quand même des gens informés, donc ils voient très bien qu'ils sont face à des ETF. Bien sûr. Je ne sais pas si tu as déjà parlé de ça avec un gérant actif, mais en plus, on peut quand même imaginer qu'aujourd'hui, c'est plus facile qu'il y a 20 ans de faire des échanges juste parce qu'il y a Internet, il y a un tas de choses qui sont facilitées. Quel intérêt ils ont, en fait, à faire moins, à moins se différencier de leurs principal concurrent? Alors, c'est pas uniquement une question d'intérêt, c'est aussi, en fait, c'est relativement complexe. La réponse à ta question, elle est vraiment pas évidente. Il y a plusieurs biais. Il y a un biais qui est connu, qui est le biais de taille. À partir du moment où tu as un paquebot, tu gères un fonds de plusieurs dizaines de milliards, en fait, tu deviens un gérant de stock et plus uniquement un gérant de performance. Donc ton intérêt va être de pas trop décevoir tes clients et de coller le plus possible à ton indice, puisqu'en fait, ils viennent plus uniquement pour générer de la surperformance, mais parce que tu as une marque, tu as un nom, et ils veulent surtout ne pas être déçus plus que surperformer. D'accord. Donc tu as aussi t'as quelques éléments explicatifs comme ça, mais la réponse très prise à ta question, quelles sont les véritables raisons de cette baisse de l'actif share, elle est assez difficile à concevoir, à expliquer. Mais tu as d'autres éléments qui permettent d'expliquer, si ce n'est l'actif share, au moins la sous-performance des gérants actifs. Et c'est un facteur qu'on observe depuis déjà quelques années au niveau mondial, c'est la concentration des indices. Cette concentration des indices rend le terrain de jeu assez difficilement praticable pour les gérants actifs. Donc la concentration, c'est quoi? C'est la concentration des indices nous dit en fait que ces dernières années, c'est vrai depuis une bonne dizaine d'années avec une concentration qui progresse, on a de moins en moins de valeurs qui expliquent la performance de l'indice global. D'accord. Peut-être qu'on peut donner un exemple. Si on prend par exemple le cas du S&P 500, sur les 3-4 dernières années, plus de 50% de la performance du S&P 500, qui est l'indice des 500 plus grandes capitalisations américaines, la moitié de la performance vient du top 10. D'accord. Donc 10%, même pas 10%, c'est 10 valeurs. 10 valeurs, donc c'est par exemple, c'est quoi? C'est les grandes Apple, valeurs technologiques, c'est ça, c'est les GAFAM. Amazon, ok. Donc 10 valeurs expliquent plus de la moitié de la performance de l'indice. Donc si tu avais sous-pondéré ces valeurs tech, tu pars avec un sacré boulet au pied. Bah oui, bien sûr. Ouais. Et surtout pour les gérants européens, les règles UCITS, qui imposent des règles de diversification assez fortes, permettent pas forcément à tous les gérants de répliquer la concentration des indices de manière efficace. Donc là où ils pourraient justement être meilleurs que l'ETF en disant nous, vu que c'est les 10 meilleurs qui prennent la perf, on va faire que ça, versus des ETF qui sont un peu contraints de tout prendre. C'est l'inverse qui se passe et qui n'ont pas le droit en fait de faire que ça. Soit ils n'ont pas le droit, soit pour des questions de diversification. Ils préfèrent ne pas le faire parce que concentrer une grosse partie de ton portefeuille sur 10 valeurs, c'est prendre du risque, c'est concentrer ton risque. Donc aussi pour des raisons de risk management ou parfois simplement de conviction, certains préfèrent ne passer à côté et ne pas s'y exposer. Et donc ces dernières années, c'est vrai que la concentration des indices a été un élément défavorable pour la génération de performance. Ce qui n'est pas du tout le cas dans le cas des ETF, puisqu'un ETF ne va pas se poser la question de est-ce que je dois répliquer ou pas le S&P 500, même s'il y a une concentration très très forte. Dans tous les cas, il répliquera le S&P 500 et se concentrera s'il doit se concentrer. Ok, je comprends bien. Et ce qui est intéressant aussi à dire, peut-être pour rebondir sur ta remarque de la concentration sur le top 10, c'est qu'on a aussi des ETF qui sont de plus en plus fins en termes de réplication. On a aujourd'hui des ETF qui se permettent de répliquer uniquement les 7 magnifiques. Donc les 7 magnifiques sont les GAFAM, plus Nvidia et Tesla. Donc on a des ETF qui étaient historiquement très très larges en termes d'exposition. Oui, MSCI World et tout. MSCI World avec plusieurs milliers de valeurs. Et maintenant on a une nouvelle gamme d'ETF qui se crée, qui sont beaucoup plus fins, beaucoup plus granulaires, qui permettent d'avoir une exposition très fine à des secteurs, des thématiques, des régions, mais aussi des paniers d'actions. D'accord, ok. Ouais, donc en fait, tu peux vraiment faire tout. Enfin, tu peux tout trouver en ETF. Exactement. Et d'ailleurs, tu peux trouver plus de choses en ETF aujourd'hui qu'en Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup plus l'offre est plus large ou pas, elle est plus accessible. Alors, elle est plus accessible, oui, surtout dans les contrats d'assurance vie luxembourgeois. Dans les contrats d'assurance vie français, pas toujours, parce qu'en fait, les assureurs sont souvent réticents à l'idée de mettre des ETF dans leurs contrats, puisqu'ils ne peuvent pas se rémunérer. Les assureurs se rémunèrent souvent sur les produits.
Un ETF ne verse pas de rétrocommission, donc c'est parfois difficile pour les assureurs de référencer, mais face à la pression des acteurs digitaux, on a de plus en plus d'ETF dans les contrats français. En tout cas, l'offre est très large et surtout de plus en plus fine. Ce qui est en même temps paradoxal, puisque, comme on le disait en intro, un ETF repose sur la gestion passive, qui vise justement à pas prendre de paris, que ce soit sectoriel, géographique ou thématique, et justement acheter tout le marché, en fait, sans essayer de battre c'est le un principe, indice. ouais. Mais aujourd'hui, tu as quasiment, enfin, t'as des entreprises, je les citerai pas, mais qui font leur business sur une espèce de gestion active de fonds de gestion passive, enfin, de gestion passive. C'est ça. Et ça, c'est quoi ton regard là-dessus? Est-ce que ça a du sens de faire ça, de dire, mais en fait, je vais gérer des ETF comme un gérant actif? Ça peut être pertinent, effectivement, si tu considères que ta valeur ajoutée est plutôt du côté de l'allocation. Ouais. Donc là, tu vas considérer que tu es un bon allocataire et tu vas utiliser l'ETF comme un outil parce que souvent, notamment dans les classes d'actifs qu'on va appeler efficientes, donc très arbitrées, sur lesquelles il y a beaucoup d'informations disponibles, beaucoup d'analystes qui analysent les publications de résultats, qui produisent des papiers de recherche, etc., on va avoir un marché qui sera efficient, donc c'est-à-dire dont le prix reflète une information de façon quasiment pure et parfaite. Sur ces marchés-là, il est très difficile de surperformer les indices. Donc plutôt, quand tu es allocataire, plutôt que d'aller sélectionner un fonds action large cap américaine, aller sélectionner un ETF sera un très bon outil, une très bonne brique. Sera efficient en termes de coûts, et en termes d'efficacité de traitement. Un ETF se traite en intraday quand un fonds est à liquidité quotidienne. Alors, tu as dit en intraday? Peut-être que tu peux oui, c'est-à-dire que tu peux... Bien sûr. Donc un ETF s'échange en continu tout au long de la journée. D'accord, oui, d'accord. Ok. Alors que pour un fonds, il passe en liquidité quotidienne, donc tu as une transaction par jour pour les fonds. D'accord, ok. Donc tu peux faire un aller-retour sur le marché dans la journée avec un ETF, ce que tu ne pourras pas faire avec un fonds. Ok, très clair. Donc ce que je comprends, c'est que d'un point de vue assez global, l'ETF est quand même plutôt plus efficient que la gestion active et ça explique son succès. Mais justement, est-ce qu'il y a des stratégies à avoir quand même sur les ETF, sur les fonds de gestion? Est-ce qu'il y a des contextes? Tu vois, par exemple, je me pose la question, est-ce que tu vois l'ETF, c'est plutôt mieux pour du long terme et que finalement, sur un terme plus court, il peut y avoir des stratégies actives qui sont plus pertinentes? Est-ce que, tu vois, dès lors que tu es plus pointu dans tel ou tel domaine, il y a un intérêt à aller appréhender différemment les marchés financiers? Alors, je dirais pas que les ETF sont plus pertinents. Ils sont plus pertinents sur certains segments. D'accord. C'est pas qu'une question de contexte de marché, c'est surtout une question de segment. Donc ce que j'appelle un segment, c'est une partie du marché. Donc par exemple sur les large cap américaines, effectivement, les ETF sont une meilleure solution. Parce que dans la grande majorité des cas, il sera difficile de battre les indices. Certains y parviennent, donc il y a toujours des acteurs qui y arrivent, mais les ETF vont dans tous les cas surperformer une grande partie des gérants actifs. Pas l'indice, mais les gérants actifs. Sur d'autres segments, la gestion active est très importante, notamment dans le cas des hedge funds, donc une classe d'actifs assez particulière, où il existe des ETF qui permettent de répliquer la performance du segment hedge fund, mais là, les gérants qui surperforment, en fait, ont un tel savoir-faire, une telle expertise, qu'on se rend compte que c'est durablement les mêmes qui surperforment. Et donc là, lorsque tu arrives à avoir accès à ces super gérants, tu t'assures une surperformance durable, continue et surtout relativement significative par rapport au reste du marché. Tu as les noms, alors c'est un peu la curiosité, mais je pense que ça peut intéresser nos auditeurs. C'est quoi le nom de ces gérants qui surperforment durablement? Alors il y en a quand même pas mal, mais globalement c'est les grands gérants alternatifs assez classiques qui vont probablement parler un petit peu, j'allais dire à tout le monde, mais pas nécessairement, mais ça va être des gérants comme Elliott, Point72, des D-Show, des Millennium parfois, sur certains segments. Ça va dépendre des thématiques, donc il y a plusieurs thématiques, sous-segments dans l'univers hedge fund, mais c'est globalement des hedge funds très très gros, très connus, bien installés depuis très longtemps,
qui arrivent durablement à surperformer parce qu'ils ont une expertise, un savoir-faire assez particulier. Ces derniers temps, on avait beaucoup parlé du fonds Médaillon, qui est un fonds qui est fermé au public, puisqu'il générait un peu plus de 60% de performance annualisée brute. Et donc le gérant a décidé de le fermer au public, de rendre l'argent et de garder uniquement les investisseurs, l'argent des investisseurs historiques, à savoir lui et les salariés dans le fonds. Et donc c'est un fonds assez historique puisqu'il a réussi à performer très très fortement, durablement dans le temps, et quel que soit le contexte de marché. D'accord, ok. Ok, donc je comprends l'intérêt des hedge funds. Il y a d'autres contextes dans lesquels c'est pertinent. Oui, complètement. Alors globalement, ça va être tout ce qu'on appelle des classes d'actifs peu efficientes. Où on aura une information qui sera peut-être moins accessible facilement pour le marché, des sociétés cotées qui seront ou non cotées, on va voir que c'est aussi très important sur le non coté, mais des sociétés cotées qui sont très peu suivies par les analystes, où l'information est déjà peu disponible, mais aussi peu analysée, publiée dans des langues parfois peu communes, donc tu n'as pas forcément toutes les boîtes de petite taille qui publient des rapports annuels ou trimestriels en anglais, et donc il faut avoir une certaine expertise pour aller décrypter un rapport annuel en finnois ou en japonais. Donc effectivement, parfois, tu peux avoir des segments inefficients sur lesquels la gestion active va être intéressante. C'est le cas donc des hedge funds, mais aussi des small et mid cap, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Donc, small et mid cap, c'est les petites et les moyennes capitalisations boursières. Donc, c'est des entreprises qu'on oppose aux large cap. Et donc, c'est plutôt des entreprises de taille plus petite. Est-ce que tu as un montant j'ai plus, c'est entre 1 et 2. Alors, les mid-cap, donc des grosses mid-cap, ça va être autour de 3 milliards. Ouais. En dessous de 3 à 5 milliards, tu vas être sur des small et mid-cap. Okay. Donc les mid-cap, ça va être en dessous de 3 à 5 milliards globalement. Et en dessous du milliard, tu vas passer sur les small-cap. Donc en gros, c'est... OK. En dessous du milliard, c'est small cap. 1 à 3, c'est mid. Ouais, disons 1 à 5. OK, 1 à 5. OK. Et au-dessus ça va 5, dépendre des régions. Entre les okay. États-Unis et l'Europe, c'est un peu différent parce que les tailles de marché sont différentes. Mais globalement, entre inférieur à 5 milliards, tu es dans des mid-cap. OK, très clair. Très bien. Donc, je disais, c'est le cas sur les marchés cotés, large cap, enfin mid cap européenne, mid cap américaine. Sur certains segments obligataires aussi, ça peut être très intéressant, que ce soit le high yield ou l'investment grade, donc des sociétés comment dire, les high yield, les entreprises high yield, ça va être des sociétés dont les notations crédit vont être inférieures à BBB-. Ouais, qu'on va appeler risqué, effectivement, parce que les leviers d'endettement sont plus ou moins importants, etc. Là, il peut y avoir un intérêt à passer par un gérant qui va avoir une vraie expertise crédit, analyse crédit, etc. Je pense que c'est important peut-être ce point juste d'expliquer en fait l'intérêt d'investir dans une entreprise qui est considérée comme étant high, ils sont plutôt plus risqués. C'est que comme elle a une moins bonne note, elle va emprunter plus cher, donc tu vas être mieux rémunéré sur ce placement. Et en contrepartie, si tu as effectivement un gérant actif en face qui connaît très bien ces sociétés, donc en fait qui peut investir en connaissance de cause, malgré cette mauvaise note, par exemple, il va se dire cette entreprise, elle marche pas très bien. Elle a une mauvaise note parce que il y a eu un problème avec l'ancien dirigeant, mais depuis, il a été remplacé par un nouveau qui est super bon, je le connais, machin, j'ai fait mon enquête, mes équipes sont hyper au courant. Donc, je parie dessus et je vais quand même bénéficier de cette mauvaise note. Exactement. Donc, effectivement, ça, l'ETF, il peut pas le capter, il a pas cette finesse-là. L'ETF va acheter tout le marché sans discrimination. Et un autre segment, ça va être évidemment le non-coté, où là, déjà, il n'y a pas d'ETF. Donc passer par un gérant actif, c'est ton seul moyen d'accès, mais aussi et surtout, tu as une information qui est très peu disponible, et donc passer par des très bons gérants actifs va permettre de largement surperformer le reste du marché. Ok, oui, bien sûr. Donc le non-coté, c'est par exemple le private equity, la dette privée, des choses comme ça. Ok, super intéressant. Vous, chez Ivesta, vous articulez ça comment ? Parce que je me souviens qu'en préparant l'entretien, tu me parlais de cette approche core satellite que je trouvais assez intéressante. Du coup, tu mets plutôt ton ETF en core et tu as des satellites en plus, ou comment est-ce que vous articulez ça ensemble ? Oui, globalement, ça va être ça, mais pas uniquement parce que le core doit être en passif. Le core doit être exposé sur les grandes classes d'actifs traditionnelles. Donc, comme je le disais, ça va être les actions large cap internationales. Et ce segment-là, on préfère l'adresser en gestion passive. Mais en satellite ou encore, tu peux retrouver à la fois de la gestion passive et de la gestion active. Par exemple, en core, on va retrouver une brique hedge fund. Cette brique hedge fund va être adressée via des gérants actifs. Pourtant, ça sera quand même du core. Mais comme c'est une classe active qui est cœur
mais sur laquelle on peut, via des gérants actifs, générer aisément et de façon significative de la surperformance, on préfère l'adresser en gestion active, même dans la poche core. D'accord. Et inversement, en satellite, donc les satellites, ça va être plutôt des paris, soit tactiques qu'on va essayer de jouer parce qu'il y a une inefficience de marché de court terme, soit des corrections de marché, des exagérations de marché qu'on va essayer de jouer pour espérer une correction, ou alors venir compenser des biais de la gestion passive en cœur. Là, on peut passer à la fois par de la gestion passive ou de la gestion active. C'est vrai que comme c'est souvent des briques niches, moins efficiente, on va souvent davantage passer par de la gestion active, mais il n'est pas interdit de penser qu'on passera par des ETF pour jouer à un segment donné. C'est pas uniquement parce que c'est core ou satellite qu'on va avoir cette lecture passif ou actif, mais c'est plutôt en fonction du segment donné et de la pertinence ou non de la gestion passive-active sur ce segment-là. Ok, je comprends bien. Je voudrais te poser une dernière question qui est un peu plus large, et c'est un peu une question piège, mais je suis sûre que tu auras des réponses passionnantes. C'est plus d'un point de vue du marché et d'un point de vue global, parce qu'on a notamment beaucoup entendu parler, tu vois, du fait que le fait que les ETF se développent et prennent une place de plus en plus importante avait un impact en lui-même sur la manière dont vont évoluer les marchés financiers. Mmh. Et est-ce que, enfin, je sais pas quel regard tu as, toi, sur ces changements d'équilibre, le fait qu'on ait de plus en plus d'ETF, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Et est-ce que tu vois, c'est quelque chose que vous aussi dans votre analyse, vous prenez en compte? Je sais pas, de dire, mais en fait, on se rend compte que là, d'un certain seuil, s'il y a trop d'ETF, ça va devenir un truc qui est inefficient, et donc on va l'anticiper en prenant telle et telle décision. Est-ce que on pourrait assister à une espèce une nouvelle bascule? Comment est-ce que tu projettes ça? C'est une excellente question qu'on se pose tous les jours. Ah bah. Bon, ça va, alors tu devrais avoir la réponse. On a une réponse qui n'est pas parfaite, mais qui a le mérite d'exister. En fait, peut-être pour revenir sur l'essence de ta question, un ETF, la gestion passive, en fait, pour moi, ça porte relativement mal son nom. Mmh. Quand on parle de gestion passive, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. En fait, un ETF, c'est juste un outil qui vient répliquer un indice. L'indice, lui, il est très actif. Mmh. Donc en fait, l'ETF, il est passif par son mode de détention, mais dans un ETF, il se passe plein de choses. Il y a énormément d'arbitrage quotidiennement, régulièrement, pour venir justement répliquer l'indice, mmh. qui n'est autre qu'en fait le résultat, le fruit du comportement de tous les investisseurs. Mmh. Que ce soit des gérants actifs, des gérants passifs, des petits porteurs, des hedge funds, des gérants institutionnels, tous les comportements de marché vont créer cet indice que le gérant passif va venir simplement répliquer. Mmh. Et donc la gestion passive porte un peu mal son nom parce qu'il ne se passe pas rien, il se passe plein de choses. Simplement, on va être plutôt spectateur, laisser les gérants actifs faire le marché et nous simplement le reproduire. Mmh. Donc le débat, la question que tu poses est très importante parce que sans gestion active, la gestion passive n'a plus aucun intérêt. Oui. Ce qu'on voit aujourd'hui, effectivement, c'est l'émergence des ETF. Par contre, comme on l'a dit, c'est pas uniquement des ETF très larges, comme le MSCI World, mais c'est aussi beaucoup d'ETF très granulaires. Mmh. Ça peut s'apparenter à de la gestion active. Quand tu vas utiliser un ETF pour surpondérer l'auto, le secteur automobile, et sous-pondérer le secteur tech, tu vas participer à l'efficience des marchés. Peut-être de façon moins granulaire qu'un gérant actif qui va aller directement sur des valeurs et pas sur des secteurs, mais tu vas quand même participer à l'efficience de ce marché-là. Et comme on le disait, on a aussi des ETF qui sont de plus en plus fins, avec des ETF par exemple sur les Magnificent 7, les 7 magnifiques, où là tu vas avoir un panier de 7 valeurs dans ton ETF. Donc là en fait en surpondérant cet ETF, en achetant cet ETF, tu vas participer à arbitrer ces 7 valeurs-là. Donc en fait déjà le fait que les ETF soient granulaires, ça permet à cet équilibre et à cette efficience de continuer d'exister. Et ensuite ce qu'il faut considérer, c'est que les marchés recherchent en permanence les zones d'inefficience. Notamment les gérants actifs qui sont souvent des hedge funds assez audacieux. Donc en fait, le jour où on a un déséquilibre parce que les ETF deviennent beaucoup trop importants, ça va créer des zones d'inefficience sur lesquelles on pense que les gérants actifs vont se ruer parce qu'il y aura une inefficience qui va redevenir intéressante et en fait on va avoir cet équilibre qui va se créer naturellement. Je pense que ça va être une histoire de balancier. On peut passer par des exagérations où pendant quelques mois, quelques années, les ETF vont être tellement importants qu'il y aura des inefficiences importantes sur le marché, mais sur lesquelles les gérants actifs vont progressivement se repositionner. Et on va avoir un mouvement de balancier inverse où les gérants actifs vont revenir à la mode parce qu'en fait, ils parviennent à surperformer régulièrement la gestion active. Il peut y avoir ce mécanisme qui se mettra en place assez naturellement.
On n'y est pas encore. Pour l'instant, les grandes zones efficientes restent très efficientes et aller sur la gestion active reste moins intéressant globalement que les ETF. Mais c'est un sujet qu'on surveille et on se pose la question effectivement de savoir à quel moment on switchera lorsqu'on observera moins d'efficience sur le marché, un retour de l'actif share et de la surperformance des gérants actifs et peut-être un intérêt à basculer de la gestion passive vers la gestion active aussi sur ces grands segments traditionnels qui sont peut-être moins efficients demain. Mais on n'y est pas. Ok, donc à suivre. Puis on te réinvite le jour où tout bascule pour que tu nous parles de pourquoi les gérants actifs sont plus efficients que les ETF. Mais on retient bien en tout cas qu'aujourd'hui, il y a quand même des vraies opportunités à saisir avec l'ETF, sauf certaines exceptions que tu nous as décrites avec beaucoup de précision. Merci beaucoup, Nour, pour cet épisode. Merci puis on se retrouve très vite. Au revoir. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Just Focus et je vous en remercie. Une dernière chose avant de partir, si jamais cet épisode vous a plu, pensez à mettre un like. Vous pouvez aussi faire vos retours en commentaire, je serai ravie de les lire. Et enfin, pensez à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. À très vite.